Bienvenue sur Géopolitis. L'Union européenne est-elle sur le point de se désintégrer, bref, de se désunir? Cette deuxième décennie du XXIe siècle verra-t-elle la fin du beau rêve européen de Jean Monnet ou de Robert Schuman? Par les temps qui courent, entre la crise de l'euro, la crise des migrants et les menaces du style Brexit, de nombreuses et inquiétantes questions se posent sur l'avenir de cette Europe des 28. Angela Merkel évoque un possible effondrement de cette Union européenne. Nicolas Sarkozy la voit en grand danger. Manuel Valls indique qu'elle est prête à se disloquer. N'en jetez plus. On a compris que tous les voyants sont au rouge. Jamais, à ce point en tout cas, jamais, on n'aura entendu autant de critiques et de menaces existentielles proférées à l'encontre de la Commission européenne, de Bruxelles en général, ou de ses 33 000 fonctionnaires en particulier. Mais c'est tout un ensemble, pas seulement le siège de l'Union, qui est accusé de n'avoir eu et de ne toujours pas avoir la moindre vision géopolitique sérieuse des événements, ni sur la crise grecque de l'an dernier, ni sur la débâcle financière de 2008 et encore moins sur l'arrivée de la grande vague migratoire. L'Union européenne va-t-elle relever tous ces défis et tout simplement se relever elle-même? C'est la question que pose cette édition de Géopolitis. C'était au mois de février, mais février de l'année 1855. Victor Hugo, exilé dans l'île de Jersey, présentait sa vision de ce qu'il appelait les États-Unis d'Europe. Il précisait, je cite, que l'Europe ne serait bientôt plus qu'une seule nation. 161 ans plus tard, alors que l'Union européenne existe, on disserte encore sur ce qu'elle doit être. S'agit-il d'une Europe des nations ou d'une entité supranationale, une Europe fédérale par exemple, ce qui supposerait que chaque nation accepte enfin de céder quelques composantes de sa propre souveraineté nationale. On le voit bien, les 28 ne sont pas même d'accord sur leur avenir. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, ni sur l'économie, ni sur la finance, ni sur la gestion de cette vague migratoire, encore moins sur l'Europe de la défense ou de la politique étrangère. Bref, de quoi se faire retourner dans sa tombe l'un des pères fondateurs de l'Europe, Jean Monnet. Les décisions de ce premier exécutif européen, qu'est la haute autorité, sont exécutées dans nos 6 pays comme s'ils n'en faisaient qu'un. Transformation essentielle que réalise notre entreprise est le test de sa réussite. Ce premier marché commun, ces premières institutions supranationales, c'est l'Europe qui commence à s'unir. La prochaine grande échéance européenne, ce sera le 23 juin prochain, avec le référendum en Grande-Bretagne sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Le désormais célèbre Brexit, une sortie toujours possible d'après les sondages, et qui serait certainement un coup dur porté à l'Europe des 28, qui enregistrerait ainsi sa première défection. À l'origine, ils sont 6 États fondateurs, France, Belgique, Allemagne, Italie, Luxembourg et Pays-Bas. En 1957, le traité de Rome signe la naissance de la Communauté économique européenne, la célèbre CEE. En 1973, la Grande-Bretagne et l'Irlande rejoignent le club, lequel club va s'ouvrir dès 1981 aux pays du Sud, Espagne, Portugal et Grèce. 12 membres alors qui mettent sur pied le marché unique, caractérisé par les 4 libertés dont il est en question ces temps-ci: libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. En 1992, c'est le traité de Maastricht et la réelle formation de l'Union européenne. Suivra une impressionnante suite d'adhésions, 10 pays supplémentaires en 2004, puis 2 en 2007. Enfin, avec l'arrivée de la Croatie en 2013, voici l'Union européenne forte de ses 28 membres. Quant à l'espace de Schengen, entré en vigueur en 1995, il était prévu pour permettre d'abolir les contrôles aux frontières intérieures aux États. 4 États non membres de l'Union y sont associés, dont la Norvège et la Suisse. L'Irlande et le Royaume-Uni, pourtant membres de l'Union européenne, bénéficient d'un statut particulier. Le Royaume-Uni qui, de fait, est le seul État européen à être à l'écart à la fois de Schengen et de la zone euro. 17 ans après son entrée en vigueur,
la monnaie européenne n'est pas au mieux de sa forme. Certes, pendant une première décennie, l'euro a contribué à fournir de la croissance et à faire diminuer le chômage. Mais dès 2008, les choses se sont gâtées avec la crise des subprimes, avec la situation financière de la Grèce, sans oublier la révélation de dettes colossales dans plusieurs pays de la zone euro. Très peu de pays aujourd'hui semblent vouloir ou pouvoir respecter la fameuse règle des 3% comme limite des déficits publics ou le maximum de la dette fixée à 60% du produit intérieur brut. À cette crise économique et financière est venu s'ajouter le drame d'une vague d'immigration sans précédent dans l'histoire de l'Union. Plus d'1 million de réfugiés et migrants en 2015 et une année 2016 qui s'annonce particulièrement désastreuse. Face à cette crise que l'Europe n'avait en rien su anticiper, voilà l'Union totalement désorganisée, pratiquant la politique du chacun pour soi, construisant murs, barrières et frontières de barbelés. Tout le dispositif Schengen est en grand danger, alors que l'Union européenne vient de conclure avec la Turquie un accord fort controversé, accord visant à verrouiller les portes d'accès à l'entité européenne. L'invité de Géopolitis, René Schwog, vous êtes directeur du GSI, c'est le Global Studies Institute de l'Université de Genève. On dit ça en anglais maintenant, hein, ça fait super sérieux, Global Studies Institute. Ah oui, ça fait plus crédible si c'était en anglais. Hein. Voilà. Alors, vous êtes un spécialiste de l'Union européenne, vous travaillez sur ce dossier depuis plus de 20 ans. Est-ce que vous êtes d'accord sur le premier constat qu'il y a actuellement une décrédibilisation de cette Union européenne, un manque de leadership, voire surtout un manque de confiance de la part des Européens? Est-ce que sur le constat, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Un manque de confiance, les sondages le montrent. Il y a un manque de légitimité, au fond, du projet européen auprès des populations. Ça, c'est très clair. Alors, le manque de légitimité, c'est quand même beaucoup plus grave. Le manque de confiance est circonstanciel. Le manque de légitimité, ça touche à la structure. C'est effectivement les citoyens, de plus en plus, pas tous, ont l'impression que ça sert à rien, que c'est bureaucratique. Ils ne voient plus, finalement, la finalité. Vous dites, ils ont l'impression? Mais ça n'est qu'une impression. Enfin, une partie des citoyens, ouais. De nouveau, les sondages d'opinion montrent que c'est quand même plus subtil que cela, mais c'est une impression en partie parce que effectivement, il y a toujours des finalités, il y a toujours des choses qui se font dans l'Union européenne. Tout n'est pas aussi noir qu'on ne le prétend généralement. Alors, prenons l'une des dernières décisions. Madame Merkel traite directement avec la Turquie. Et puis après, Paris ou Londres, d'autres n'ont plus grand-chose à dire. Est-ce que ça marque les opinions? Est-ce que c'est en défaveur de cette croyance dans une Union européenne qui serait tout à fait effective? Non, ça marque les opinions. C'est aussi récupéré par certains gouvernements pour dire que ce n'est plus une Union européenne démocratique, mais c'est l'Allemagne qui décide. C'est la merkelisation de l'Union européenne. Donc ça marque les opinions. Personnellement, je pense que ce n'est pas la vérité. C'est-à-dire que finalement, l'Allemagne a fait des compromis, aussi bien sur le dossier de l'immigration que sur celui de l'euro. On en parlera tout à l'heure. Mais elle a fait des compromis et la décision qui est prise au niveau de l'Union européenne, d'abord, c'est une première. Jamais l'Union européenne n'a eu une politique aussi concertée, entre autres vis-à-vis de la Turquie. Bonne ou mauvaise, c'est une autre question. Et puis, deuxièmement, l'Allemagne ne pratique plus la politique qu'elle voulait pratiquer en matière d'immigration. C'est la preuve qu'elle a fait des concessions. Le moteur de l'Union européenne, c'est plus le couple franco-allemand, c'est l'Allemagne? Non, c'est Mme Merkel? C'est plus compliqué que ça? C'est de nouveau, ça a toujours été un peu vrai qu'il y a un couple franco-allemand. C'est tout à fait vrai que l'Allemagne est le pays qui a aujourd'hui le plus d'influence, mais c'est aussi vrai qu'il y a énormément de contre-pouvoirs au sein de l'Union européenne, que Mme Merkel est une démocrate et qu'elle accepte les oppositions, et que finalement, le compromis qui a été trouvé en matière d'immigration, comme celui qui a été trouvé sur la Grèce, ne correspond pas du tout aux intentions initiales de Mme Merkel ou de M. Schäuble sur le dossier de la Grèce et de la zone euro. Est-ce que vous nous dites qu'au fond, en dépit, on a vu d'un manque de leadership, globalement, ça fonctionne, cette Union européenne? Alors, c'est une gouvernance extrêmement complexe, beaucoup trop complexe, à niveau multiple. Ça fonctionne, mais c'est incompréhensible pour les opinions publiques et même pour certains experts. Il y a trop de présidents, il y a trop de responsables, c'est l'armée mexicaine, chacun est général. Donc, c'est totalement incompréhensible. Est-ce que c'est cela qu'il faut réformer et non pas l'idée européenne? Est-ce que c'est l'appareil qu'il convient de redresser? Il faudrait évidemment réformer l'Union européenne, entre autres les institutions, même les responsables de l'Union le disent. Mais c'est impossible à faire. Pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'on a affaire à des pays démocratiques, souverains, respectueux de l'État de droit. Vous avez l'air d'être déçu en disant que ce sont des pays démocratiques.
Mais c'est la réalité, on ne peut pas imposer par la force. Donc on s'est retrouvé dans des compromis toujours boiteux, sur le plus petit commun dénominateur. C'est incontournable quand on a affaire à des pays démocratiques, non hégémoniques, qui respectent l'état de droit. Et c'est le prix à payer. Pour cela, je préfère ce prix-là, pour répondre à votre question. Je préfère ce prix-là d'une Europe qui n'est pas lisible à une Europe qui serait imposée de façon autoritaire, mais qui serait peut-être plus lisible. C'est quoi l'avenir de l'Union européenne ? Une forme d'union plutôt fédérale, avec certaines nations qui acceptent de laisser partir une partie de leur souveraineté. C'est ça l'avenir ? J'ai l'impression... Une Union européenne un petit peu à la Suisse, disons-le carrément. Non, je crois pas. Je crois pas qu'on va aller vers une Europe aussi fédérale et aussi intégrée que ne l'est la Suisse. Je pense qu'on va rester dans ce objet politique non identifié, cet OPNI, entre un État fédéral et une confédération. Ce sera toujours un mutant, c'est-à-dire qu'on sera toujours en train d'osciller entre le côté fédéral et le côté confédéral. Je pense que ça va durer encore très très longtemps de cette manière-là. On reste à l'Europe des nations. Non, on n'est pas là. Depuis longtemps, on est beaucoup plus qu'une Europe des nations. On est dans un truc bizarre. J'utilise à dessein le mot truc ou machin. C'est un machin bizarre, comme disait le général de Gaulle. C'est quelque chose qui ne correspond à rien. C'est pas un État fédéral, c'est pas une organisation, mais ça fait longtemps que c'est comme ça. Mais depuis longtemps, il y a des délégations de souveraineté extrêmement importantes qui ont été faites en matière de monnaie, en matière de marché intérieur, maintenant en matière d'immigration. Donc, on n'en est pas à l'Europe des États-nations. On est quelque chose entre l'État-nation et l'État fédéral. À votre avis, on sous-estime le travail actuel, quotidien, qui est fait, par exemple, par le Parlement européen ? Est-ce que les médias ne parlent pas assez du travail concret qui est fait ? Après tout, pourquoi pas ? Mais le paradoxe, c'est que l'Union européenne s'est développée ces dernières années. Elle est devenue plus supranationale. Surtout, la Commission européenne a été dotée de beaucoup plus de compétences. Pas à cause du Parlement européen, mais parce que les États ont voulu que la Commission les contrôle. C'est pour ça que tous les 6 mois, tous les États doivent montrer tous leurs comptes à la Commission. Et la Commission peut leur administrer des amendes. C'est pour ça que la Banque centrale européenne a aujourd'hui beaucoup plus de compétences. Elle peut emprunter alors qu'elle n'avait pas le droit de le faire, elle peut faire du quantitative easing, elle peut admonester les États. Donc il y a eu un renforcement assez spectaculaire de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne sans qu'on ne le remarque au fond dans les médias. Une question qui concerne la Suisse. Est-ce que actuellement, la Suisse, elle va souverainement décider de ce qu'elle veut faire, personne ne lui dira, mais est-ce que c'est un bon moment pour faire un bout de chemin avec les 28 vers une Europe des 29 ? Je suis totalement pessimiste quant aux probabilités d'adhésion de la Suisse au cours de ces prochaines années. Je pense qu'on ne verra pas ça de notre vivant. Mais pas seulement du côté suisse. Est-ce que cette Union européenne, actuellement, c'est un bon modèle, c'est une bonne entité à laquelle la Suisse pourrait adhérer ? Indépendamment de ce qu'elle pense. Non, je crois que ce sera jamais le bon moment. Oui. Et donc, non. Par contre, si vous voulez faire un peu de timing, c'est clair que tout le monde en Suisse attend le vote britannique pour savoir comment on va se comporter pour les bilatérales. Mais pour la question de l'adhésion, c'est pas le bon moment. Pour les bilatérales, effectivement, je pense, comme le Conseil fédéral, qu'un oui des Britanniques pour rester dans l'UE est plus favorable pour régler nos différents en matière d'immigration et institutionnelle avec l'UE. Merci René Schwab. Je rappelle que vous êtes le directeur du GSI, le Global Studies Institute de l'Université de Genève. Merci à vous. Il y a comme ça des questions qui fâchent. Un institut de sondage français a posé la question suivante à un panel d'Européens. Y a-t-il plus d'avantages que d'inconvénients à appartenir à l'Union européenne ? Eh bien, à peine un quart des Français, des Belges, des Néerlandais et des Italiens sont de cet avis. Autrement dit, cela voudrait dire que près de 3 citoyens sur 4 de ces pays pensent qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Et toujours d'après ce sondage, ce sont les Allemands et les Espagnols qui semblent se féliciter le plus de l'appartenance de leur pays à l'Union européenne, avec même chez les Espagnols une petite majorité des sondés. Curieusement, dans ce monde plutôt eurosceptique, les Britanniques ne sont pas les plus anti-Europe. Confirmation ou affirmation, ça, ce sera le 23 juin prochain.
Et sur la page web, préparée par David Nicole, vos questions et commentaires sur cette édition très européenne, des séquences vidéo, des sites internet, de l'infographie, notre séquence vue du passé. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.